Donc là, j'ai le plaisir de passer la parole au docteur Raissa Marie-Chevin, qui est interne en psychiatrie, spécialiste justement de questions du sommeil, et qui va nous faire en une présentation courte 5 astuces pour bien dormir. Merci, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir et ravie d'avoir été invitée à parler du sujet du sommeil. Donc, pourquoi parler du sommeil? Alors déjà, c'est un sujet d'importance puisqu'on passe à peu près un tiers de notre vie à dormir, que le sommeil est une fonction vitale de notre organisme, durant lequel se jouent plusieurs mécanismes de régulation dont on n'a pas conscience. Les apprentissages ont lieu pendant le sommeil, la régulation émotionnelle, la régulation de l'anxiété, la régulation de l'humeur, la régulation du métabolisme. Enfin, il y a beaucoup de choses dont la liste n'est pas exhaustive ici, qui ont lieu pendant le sommeil. On a de nombreuses études qui montrent depuis de nombreuses années maintenant qu'il y a un lien entre les troubles mentaux, les troubles psychiatriques et le sommeil. Ne serait-ce que dans la population générale, il y a à peu près 50% de la population qui se plaint de troubles du sommeil, à peu près 10% qui souffrent d'insomnie chronique. Et quand on se questionne un peu plus, quand on s'approche du champ des maladies mentales, on se rend compte que la quasi-totalité des troubles mentaux sont reliés au sommeil et qu'il y a des liens bidirectionnels. C'est-à-dire que on va retrouver des troubles mentaux, des troubles du sommeil dans les troubles psychiatriques et inversement. Il y a vraiment des liens entre les deux. On a parfois, comme trouble du sommeil, est parfois le premier élément, voire le seul, qui peut nous aider à nous questionner sur une maladie mentale. Donc ce soir, je vais vous parler un petit peu de quelques astuces pour soigner notre sommeil. Le premier que je vous propose, c'est déjà de se connaître dans ses besoins de sommeil et aussi dans ses rythmes, parce qu'on n'est pas tous égaux finalement par rapport au sommeil, et que pour pouvoir avoir un sommeil de qualité, il faut déjà savoir ce que c'est pour soi un bon sommeil. Donc la première chose, c'est de déterminer si on est notre besoin de sommeil en durée. Donc, est-ce qu'on est un gros ou un petit dormeur? Les besoins de sommeil sont assez variables. Alors là, je vous ai mis un schéma qui montre un peu l'évolution des besoins de sommeil au cours des âges. Donc évidemment, un tout petit, un nouveau-né va dormir la plupart du temps. En tant qu'adulte, on a globalement un besoin qui varie entre 7 et 9 heures de sommeil. Les très gros dormeurs vont avoir besoin de dormir une dizaine d'heures par nuit pour être reposés. Les petits dormeurs qui ont de la chance auront besoin uniquement de 6 heures de sommeil. Donc la question de déterminer un peu les besoins de sommeil est importante parce que finalement ça détermine aussi la manière dont on va envisager notre vie, notre travail en journée. On ne se pose pas la question de la même façon, de savoir, si quelqu'un vous demande est-ce que vous avez bien dormi, peut-être que pour quelqu'un 7 heures de sommeil seront suffisantes, pour d'autres, dire qu'il a dormi 7 heures, ça signifiera qu'il n'est pas suffisamment reposé. Voilà. Et la deuxième chose à laquelle il est intéressant de s'intéresser, c'est la question des chronotypes. Alors le chronotype, en fait, c'est un petit peu, globalement, on dit on est plutôt du soir ou plutôt du matin. Quand on est en phase, on a un rythme, en fait, l'ensemble de nos rythmes qui sont réglés par notre horloge interne, dont fait partie le sommeil, mais pas seulement. Parce qu'on a les rythmes de nos hormones qui sont régulés par cette même horloge, le rythme du cortisol, le rythme de la mélatonine, le rythme de la température corporelle qui varie au cours de la journée. Tous ces rythmes, ils sont en fait ce qu'on appelle des rythmes circadiens, donc basés sur environ 24 heures, et ils sont rythmés par l'alternance de la lumière et de l'obscurité. Donc en réalité, nos rythmes ne sont pas tout à fait de 24 heures. Si on fait l'expérience qui a été faite d'être dans une grotte pendant un mois et d'être complètement coupé du stimulus lumineux pendant tout ce temps, de ne pas avoir d'interaction sociale, de ne pas avoir de montre, d'horaire de repas, etc., on se rend compte que le rythme est en fait un petit peu supérieur à 24 heures. Et donc les personnes qui ont fait ces expériences de se retrouver dans les grottes ont eu au bout d'un mois un rythme complètement décalé. C'est-à-dire qu'elles dormaient pendant la période de lumière extérieure et qu'elles étaient éveillées pendant la phase d'obscurité. Et donc ce qui fait qu'on va se caler sur un rythme de 24 heures réellement, qui est notre rythme social, c'est notamment l'exposition à la lumière et le fait d'être en phase, je reviendrai
là-dessus un petit peu plus tard avec cette alternance du jour et de la nuit. Donc sur la première ligne, vous voyez un sujet qui est en phase, donc qui dort dans les périodes grisées pendant les périodes nocturnes d'obscurité. On a en général, quand on est en phase, pas trop de difficultés à suivre le rythme social avec un pic d'activité vers 17h et puis voilà, un sommeil nocturne. On a parfois plus tendance à être un peu comme les hiboux et du coup c'est ce qu'on a, quand on dit qu'on est du soir, à avoir un peu du mal à se coucher le soir parce qu'on ne sent pas la fatigue, vers 20h, 21h on est en pleine forme, donc on décale le coucher. Les signaux d'endormissement surviennent plutôt vers minuit, ce qui rend compliqué un petit peu le lever le matin avec les horaires sociaux du travail, puisque en général ils sont globalement plutôt précoces et qui peut être du coup à l'origine d'une dette de sommeil. C'est aussi une période qui est assez cruciale au moment de l'adolescence où en fait les ados physiologiquement vont avoir un retard de phase. La phase de sommeil se décale un peu au moment de l'adolescence, ce qui peut également poser problème par rapport au rythme scolaire, puisque les cours en général commencent au moment où les adolescents seraient dans une partie assez reposante de leur vie. Et puis enfin, il peut être un sujet du matin, une alouette, où on a la capacité de se réveiller très tôt, peut-être même avant que le soleil se lève, et on est en pleine forme en général, on est très efficace dans la matinée. Par contre, le soir, là où les sujets du soir commencent à être en pleine forme, on tombe un petit peu fatigué. Voilà, alors après avoir déterminé quel est notre propre besoin de sommeil et quels sont quel est notre chronotype, la deuxième petite astuce, c'est d'avoir des rythmes qui soient réguliers. Donc des rythmes réguliers et particulièrement un horaire de lever qui est régulier, puisque l'horaire du lever le matin est un synchroniseur très puissant de notre horloge interne, qui va vraiment donner un signal à tout notre organisme pour commencer la journée et mettre en place les autres rythmes. Il y a d'autres rythmes dans la journée qui influent également sur notre sommeil et qui vont participer à entraîner notre horloge interne. C'est les horaires des repas, l'activité physique et puis aussi les interactions sociales. On se rend compte que des personnes qui sont par exemple au chômage, en inactivité ou bien retraitées vont avoir plus de troubles du rythme, de troubles du sommeil, entre autres parce qu'il y a moins de stimulation sociale qui vient comme ça donner le rythme aux journées. Ensuite, on parle souvent pour les enfants de ritualiser le coucher, l'histoire au dodo. C'est très vrai pour eux, mais c'est vrai aussi pour les adultes, puisque en fait, le sommeil, c'est aussi, et les troubles du sommeil, c'est aussi un ensemble de conditionnements auxquels on s'est exposé. Et le fait de mettre en place des habitudes le soir, alors c'est plutôt des habitudes calmes, puisqu'il faut aller vers plus de détente et permettre au corps d'entrer tranquillement dans une période de sommeil et d'endormissement, et bien ça participe vraiment à ritualiser un petit peu notre organisme. Et c'est comme la clochette du chien de Pavlov quand il entend sonner, qu'il commence à saliver parce qu'il sait que c'est l'heure du repas. Et bien de la même façon, quand on a pris des habitudes comme ça, de se brosser les dents, et puis de baisser la lumière, de lire un livre dans un endroit tranquille, ou de tricoter ou je ne sais quoi, et bien le cerveau se rend compte aussi qu'il entre dans une phase de repos. Et tout ça, ça permet d'aller progressivement vers un sommeil reposant. Alors, quatrième point, c'est le fait de ressentir les signaux du sommeil. Ça peut sembler assez évident. Les signaux du sommeil, c'est classiquement d'avoir les yeux qui piquent, cette sensation du marchand de sac qui vient de passer, les paupières qui clignent, la nuque qui est lourde, les bâillements, les frissons aussi, puisque le corps a besoin de se refroidir pour l'endormissement. Tous ces signaux, on sait tous qu'ils nous disent qu'on est fatigué. Une chose est de les ressentir, une autre c'est de les écouter. En fait, pour pouvoir s'endormir sereinement, notre corps nous envoie un message qui dit voilà, là maintenant c'est le moment d'aller dormir. Si on laisse passer parce que on a un travail, qu'on essaie de rester éveillé volontairement ou parce qu'on doit s'occuper d'enfants, etc., et bien à force de ne pas les écouter, ces signaux, on finit par plus les percevoir de manière aussi fine et du coup par louper en fait un petit peu l'entrée dans le sommeil. Et donc se coucher en dehors des moments physiologiques où notre corps nous l'indique rend l'endormissement beaucoup plus difficile, entraîne de la frustration, on s'agace, on attend et puis on a du mal finalement à entrer dans le sommeil. Voilà, alors pour terminer, quelques bonnes habitudes qui sont en lien notamment avec l'exposition à la lumière, parce que
finalement, le sommeil, ça ne se travaille pas juste au moment de l'endormissement et la nuit, mais toute la journée. Donc, je vous disais tout à l'heure que le moment du lever est important, hein, d'essayer de se lever à un horaire à peu près fixe et en tout cas de ne pas traîner au lit, parce que quand on reste allongé, on se dit le matin, bon, j'ai mal dormi, je vais rester couché et puis finalement ça va me reposer. C'est une fausse idée parce que finalement notre cerveau enregistre un petit peu le temps qu'on a passé au lit, la position allongée, plus que le sommeil. Donc si vous restez 10 heures si vous restez 10 heures couché dans votre lit, finalement ça va participer à une fragmentation de votre sommeil. Comme si votre cerveau se dit c'est bon, il dort, donc là on peut alléger un petit peu les choses. Donc ce qui permet effectivement de donner un peu un éveil des sens, c'est de s'exposer à la lumière du jour. Comme je vous le disais, la lumière est un très puissant synchroniseur de notre horloge interne, et puis de marcher à l'extérieur, parce que la lumière extérieure est toujours beaucoup plus éveillante, beaucoup plus stimulante pour le cerveau qu'une lumière artificielle, même quand le ciel est couvert en pleine nuit. Favoriser une activité physique, je ne vais pas trop spoiler l'intervention de Pierre, mais le fait de faire du sport principalement en première partie de journée, ça va avoir un effet éveillant. Ça améliore la qualité du sommeil aussi en favorisant, en augmentant le sommeil lent profond et en diminuant le sommeil paradoxal. Par contre, l'activité physique est plutôt à éviter en fin de journée, puisque là, vous allez augmenter votre température corporelle. Comme je vous disais, le corps a besoin de se rafraîchir pour pouvoir s'endormir. Inversement, le soir, on va plutôt limiter l'exposition à la lumière, essayer d'avoir une luminosité ambiante un peu plus douce, puisqu'on a une hormone qui est synthétisée, qui s'appelle la mélatonine, l'hormone de l'obscurité, qui va nous permettre de dormir, qui est complètement inhibée par l'exposition à la lumière, et notamment à la lumière bleue. Donc en fait, quand on s'expose volontairement à la lumière bleue, on coupe cette sécrétion naturelle de mélatonine. De la même façon, le soir, on va éviter de consommer des excitants comme du café, du thé, des sodas, mais aussi l'alcool, le tabac et le cannabis, qui sont un petit peu des faux amis, puisqu'ils sont parfois utilisés pour s'endormir. Ils peuvent effectivement diminuer un peu la latence d'endormissement. Par contre, ils vont avoir un effet sur la qualité du sommeil, et notamment au long terme, être pourvoyeur d'insomnie. Alors, on a une expression qui dort digne, qui n'est pas tout à fait juste. On se pose souvent la question de comment l'interpréter. On peut se réveiller la nuit parce qu'on a faim. Donc le jeûne avant le coucher n'est pas forcément recommandé. Après, évidemment, il vaut mieux éviter d'avoir des repas lourds, puisque le fait de digérer, ça participe également d'un mauvais sommeil. Ensuite, ça je vous disais tout à l'heure, le lit, on va essayer de ne pas y rester quand on ne dort pas. Donc il est vraiment réservé au sommeil ou à l'activité sexuelle, c'est la seule exception. Et la nuit, on va essayer soigner un peu l'environnement, donc d'avoir une chambre qui soit la plus calme possible, la plus isolée, aérée et puis fraîche. Je ne répète encore une fois, mais il aura vraiment besoin de se réfléchir pour pouvoir entraîner un sommeil reposant. Ensuite, si on est réveillé pendant la nuit, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais il vaut mieux se lever. Quand on a l'impression, alors sans regarder sur un réveil, parce que ça augmente un petit peu le stress et la tension en pleine nuit, mais quand vous avez l'impression que vous êtes réveillé pendant un temps trop long, il vaut mieux se lever pour éviter de se conditionner négativement en disant de toute façon le lit c'est l'endroit où on ne dort pas, c'est stressant. Se lever et reprendre un petit peu le rituel du soir, pas obligé de vous brosser les dents, mais en tout cas d'avoir une activité peut-être plus paisible et d'attendre et d'être attentif à la survenue à nouveau des signaux du sommeil et de ne retourner se coucher que quand on a les yeux qui piquent, la nuit courte. Et à ce moment-là, le sommeil vient plus naturellement. On évite de regarder l'heure et de la même façon on éteint son téléphone la nuit pour éviter à la fois les sollicitations, l'exposition à la lumière et puis le fait de voir les minutes qui passent qui peut être assez anxiogène. Voilà, alors si vous souhaitez aller plus loin, parce que c'est assez bref comme exposé sur le sommeil, il y a un site qui est assez intéressant qui s'appelle le réseau Morphée, qui est tenu par des somnologues et des psychiatres français, où vous avez pas mal d'informations à la fois sur le sommeil, vous pouvez évaluer un petit peu votre sommeil si vous pensez qu'il y a besoin éventuellement de consulter aussi par rapport à ça. Pour les psychiatres ou les praticiens, il y a 2 ouvrages qui sont assez intéressants aussi sur les liens entre le sommeil et puis la psychiatrie, livre du professeur Carmen Schroeder et puis du docteur Roland Barola sur la prise en charge de l'insomnie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.